Et maintenant, on commence l'événement. Je m'appelle Katrina Scott. Je suis directrice du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants à l'Université Western. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Prévenir les homicides commis par un partenaire intime. Réflexion des membres du comité d'examen des décès liés à la violence familiale, deuxième partie. Il y a trois projets du CREVAC qui vous présentent ce webinaire parce qu'on veut rejoindre le plus de gens possible. Le Learning Network et le Centre des connaissances sont deux projets hébergés par le Centre et ils sont fiers d'organiser et de co-animer cette série de webinaires. Le Learning Network est une initiative de mobilisation des connaissances du gouvernement de l'Ontario qui comble le fossé entre la recherche actuelle sur la violence fondée sur le sexe, les connaissances issues de la pratique et les expériences vécues, et ainsi renforcer la capacité du secteur du mouvement de lutte contre la violence fondée sur le genre. Le Centre des connaissances facilite la mise en place d'une communauté de pratique qui tient compte des traumatismes et de la violence pour les projets menant des programmes d'intervention et de recherche destinés aux personnes ayant subi la violence familiale, financée par l'Agence de la santé publique du Canada. Pour en savoir plus long sur le Learning Center et ou le Centre de connaissances, veuillez consulter les liens en allant vers les sites web publiés dans le chat. Ce webinaire a également été co-organisé et partagé dans le cadre du projet A2A dans le domaine de la violence familiale, droit de la famille. Notre travail dans ce domaine vise à renforcer les capacités professionnelles du droit de la famille à mieux connaître, évaluer et traiter les conséquences de la violence au sein du tribunal de la famille afin d'améliorer le vécu des adultes et des enfants victimes de violences familiales. Vous pourrez apprendre davantage là-dessus en cliquant sur le lien. Avant d'accueillir nos conférenciers, on fera une reconnaissance territoriale. Je tiens à reconnaître que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapehoik et Shonotone. Ces terres sont liées au traité de London Township et de son bras de 1796 et l'alliance de l'assiette avec une cuillère. Euh, Aujourd'hui, ces terres continuent plutôt d'abriter de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue. Bien sûr, il faut faire aussi un engagement envers l'action, surtout aujourd'hui, au cours des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Nous devons lire des rapports, des recommandations et parler à nos collègues et nous rappeler de toutes celles qui ont été, à qui on a nuit. Et nous devons reconnaître le sexisme, le colonialisme et le racisme. Et nous devons soutenir des initiatives pour mettre en sécurité tous les gens. Comme nous allons aujourd'hui regarder trois chapitres du comité d'examen des décès liés à la violence familiale. Le rapport actuel n'a pas de chapitre sur les victimes autochtones. On est en train de travailler là-dessus. Il y a un sous-comité qui travaille là-dessus et on prépare un chapitre sur l'homicide familial touchant les victimes autochtones et on fera des appels au changement. Nous avons hâte de faire un autre webinaire qui mettra en lumière ce chapitre bientôt. Je voudrais aussi commencer ce webinaire en rendant hommage aux victimes, aux membres de la famille, aux amis et aux collègues. En fait, à tous ceux et toutes celles qui sont touchés par l'homicide familial. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être membre du comité d'examen pour essayer de trouver des façons de prévenir ces décès à l'avenir. Mais en ce faisant,
On est vraiment touché par les pertes vécues par ces familles, ces individus et ces collectivités. Alors, ce webinaire rend hommage à la mémoire de ces gens, de ces femmes. Et ce comité d'examen est là pour faire tout en notre possible pour prévenir des homicides à l'avenir. Les présentateurs vont partager des cas réels, de l'information sur la violence. Et le contenu peut être difficile. Alors, on vous encourage à prendre une pause ou même à demander de l'aide si vous trouvez cela trop difficile. Il y a une liste de soutien et de services qui sera disponible grâce au lien dans le chat. Et il y aura une personne de soutien qui peut vous aider de façon anonyme par texte durant cet événement. Vous pouvez joindre cette personne-là au numéro qui sera également affiché dans le chat, 833-343-0186. Alors, je suis vraiment ravie de vous présenter ou d'avoir avec nous Deepa Mathur, Pamela Cross et Peter Jaffe, qui sont tous membres du comité d'examen des décès liés à la violence familiale. Je vais présenter chacun d'entre eux un peu plus en détail plus tard, mais je voudrais d'abord vous présenter le comité d'examen. Comme vous le savez déjà, ce comité d'examen des décès liés à la violence familiale a commencé en Ontario en 2003. C'est un des plus vieux comités d'examen au monde. On revoit tous les homicides qui impliquent la mort d'une personne et ou de son ou ses enfants commis par le partenaire ou l'ex-partenaire de la personne dans le cadre d'une relation intime. Et le comité se fonde sur ces examens pour faire des recommandations afin de prévenir d'autres décès. En juin 2022, le bureau du coroner en chef a lancé un appel de candidature pour le CEDVF. Et il y avait un processus public pour trouver de bons candidats. 15 membres ont été nommés, quelques nouveaux, d'autres déjà en poste, ainsi que 2 membres ressources. Ces membres représentent les diverses communautés de l'Ontario et proviennent des services de première ligne, du milieu universitaire et de la sécurité publique et du domaine juridique. Ce webinaire reflète les expériences et les points de vue des membres individuels siégeant au comité d'examen, mais il ne représente pas nécessairement les points de vue du bureau du coroner en chef ou du comité dans son ensemble. En regardant 10 ans de cas, nous savons que les homicides familiaux sont des formes les plus prévisibles d'homicides. Sur la base d'un examen de 219 cas, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui sont les agresseurs et les femmes sont le plus fréquemment des victimes et dans 75% des cas, il y a 7 facteurs de risque ou plus. Nous connaissons aussi très bien les recommandations. Nous avons fait un résumé des 400 recommandations qui se trouvent essentiellement dans 4 catégories. Il y a l'éducation et la formation, il y a la collaboration et la coordination, il y a des recommandations qui portent sur des évaluations des risques, gestion des risques et planification de la sécurité, et une autre catégorie qui porte sur les politiques, programmes et lois. Ce rapport du CEDVF, ce premier rapport du nouveau comité, va un pas plus loin et on regarde comment ces recommandations s'appliquent à des populations précises et des contextes précis. Alors,
Ceci dit, maintenant, je vais vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Notre première conférencière, Eddie Pamatou, qui est une avocate dévouée et une féministe intersectionnelle reconnue pour son engagement en faveur de l'équité, de la lutte contre l'oppression et du racisme. Depuis 2019, Deepa occupe le poste de directrice exécutive de la Barbara Schleifer Commemorative Clinic. Et Deepa, maintenant, je vous donne la parole pour parler du cinquième chapitre comité qui porte sur les personnes immigrantes réfugiées et à statut précaire confrontées à un homicide commis par un partenaire intime. Merci de m'avoir présenté. Je vais vous parler du cinquième chapitre et je vais commencer avec ceci. Les homicides sur fond de violence fondée sur le sexe ne sont pas des actes de violence isolés. Ils sont l'aboutissement d'échecs systémiques et d'occasions manquées d'intervention. Les conclusions du CEDVF montrent que l'intersection des inégalités structurelles et des facteurs de risque établis, comme la séparation et les antécédents de violence, amplifient la vulnérabilité. Pour les communautés de personnes immigrantes, réfugiées et à statut précaire, la dépendance à l'égard de l'immigration, la peur de la déportation, les barrières linguistiques et la marginalisation socio-économique créent des risques accrus et entravent les voies vers la sécurité. Ces décès auraient pu être évités. Chaque cas représente un appel à l'action. Nous discutons de ces cas avec un profond respect pour les vies perdues et les familles changées à jamais. C'est un travail difficile. Prenez soin de vous pendant que nous avançons là-dedans et participez autant que vous le pouvez, de façon réfléchie et respectueuse. Ensemble, honorons ceux et celles qui ne sont plus parmi nous. Les communautés de personnes immigrantes font face à un risque d'homicide augmenté. C'est dû à la précarité économique et autres. Et la violence comprend la violence physique, sexuelle, psychologique, financière et systémique, souvent normalisée sous des formes non physiques. Par exemple, contrôle coercitif, menace d'expulsion, retrait des enfants. La COVID-19 a amplifié les risques de VPI pour les femmes immigrantes, les piégeant avec les auteurs de violences et limitant l'accès aux maisons d'hébergement et à l'aide juridique. Pour vous donner le contexte de ce statut précaire au Canada, selon les statistiques, 3,2 millions de résidents non permanents sont au Canada, 7,2% de la population. Ce sont des gens avec permis de travail, des étudiants et étudiantes, personnes demandant l'asile. On parle de gens sans papier et sans statut aussi. Selon le gouvernement, il y a 300 000 à 600 000 personnes sans papier et sans statut. Mais on pense en fait qu'il y a jusqu'à 2,3 millions de personnes en situation précaire. En 2024, il y avait 7 300 expulsions du Canada, surtout des demandeurs d'asile déboutés. Nos gouvernements visent à réduire le nombre de résidents temporaires à 5 de la population d'ici la fin 2025. 2028. Mais pour 2025, le plafond est fixé à 600 000 personnes comparé aux 800 000 qui sont arrivés en 2024. Alors, si ces gens-là ne sont pas ici, ça va résoudre le problème. C'est le point de vue de beaucoup de décideurs politiques dans l'environnement d'aujourd'hui.
Alors, ce que vous voyez ici explique le statut d'immigration et comment c'est un amplificateur de risque. Il y a des éléments que j'ai déjà mentionnés. Les gens qui ont peur de se faire déporter, s'ils signalent de la violence et ou s'ils entrent en contact avec des agences de sécurité. La barrière linguistique est aussi très importante. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas l'anglais ou le français comme langue première, ou même s'ils parlent l'anglais ou le français, mais c'est pas leur langue maternelle, c'est pas la langue ou la langue de leur choix, ils font face à des obstacles pour avoir accès aux services et aux ressources. Il y a des conditions économiques précaires, il y a l'isolement. Nous savons que l'isolement, c'est un facteur de risque pour tout le monde. Mais quand il s'agit de ces populations de réfugiés sans statut et immigrants, l'isolement est très important. Même ces gens-là sont isolés de la communauté canadienne, mais aussi de leur propre communauté. L'accès à la santé, vous savez probablement qu'on se dirige vers un environnement où aux soins de santé pour les réfugiés et les communautés migrantes qu'on avait au cours des années est en train de se faire réduire grâce au changement récent à la loi. L'accès à la justice est aussi un problème puisque leur statut est fluide et change selon échange selon votre statut ou si vous n'avez pas de statut, vous n'avez pas le même accès à la justice, comme c'est le cas pour nos citoyens et citoyennes. Il y a la dépendance à l'égard du parrainage aussi. C'est l'expérience qu'on comprend le mieux dans ce continuum de défis. Il y a quelque chose qui est important à noter. Le statut d'immigrant en tant qu'amplificateur du risque ne se produit pas en isolement. Ça recoupe la santé mentale dans bien des situations. Il y a un recoupement avec le droit de la famille, la stigmatisation culturelle, et ça crée des vulnérabilités multiples. À mon avis, le statut d'immigrant n'est pas une question secondaire. C'est un des principaux facteurs de risque pour les homicides entre partenaires intimes pour ce type de population. Alors, arrivons au rapport. Qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport? Dans le rapport, on a vu que des 28 cas qu'on a examinés, 12 cas concernaient des personnes immigrantes, réfugiées ou à statut précaire. 70% de tous les cas comportaient plus de 7 facteurs de risque. Et il y avait des risques qui se chevauchaient. Dépendance à l'égard de l'immigration, santé mentale et consommation de substances psychoactives, séparation réelle ou imminente, insécurité économique, barrières linguistiques. Ces facteurs de risque qui se chevauchent créent un potentiel accru de violence. Et c'est pour cela des outils pour évaluer le risque et pour travailler d'une façon qui tient compte des traumatismes est essentiel. Selon ce rapport, voici des facteurs qu'il faut noter. Les antécédents de violences familiales ont été constatés dans 89% des cas. La vulnérabilité de la victime, 82% des cas. Consommation excessive d'alcool ou de drogue par la personne ayant causé les décès, 61%. Agresseur sans emploi, 61% des cas. Cessation d'emploi réel ou imminente,
61%, jalousie sexuelle, 50%, autres problèmes de santé mentale ou psychiatrique, 50% des cas, dépression, opinion d'une professionnelle ou d'amis de la famille, 46%, vivant en union de fait, 39% des cas, et sentiment de peur intuitif de la victime a été constaté dans 39% des cas. Alors, cette diapo vous montre les 8 facteurs les plus importants sur les 10 dans les 12 cas qui ont été étudiés dans le chapitre 5. Si vous regardez ces facteurs les plus importants et vous les comparez aux résultats que je viens de vous présenter, vous voyez que ces facteurs se chevauchent. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'antécédents de violence familiale, la vulnérabilité de la victime, consommation excessive d'alcool ou de drogue, le chômage de l'agresseur, séparation actuelle ou imminente dans ce cas, jalousie sexuelle dans 2 cas, problème de santé mentale dans 4 cas, dépression vivant en union de fait, 2 cas, et sentiment de peur de la victime dans 3 cas. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que malgré des vulnérabilités et facteurs de risque uniques qu'il faut examiner, il faut aussi comprendre que lorsque le système et les valeurs du système qui sont intersectionnelles, qui sont de nature intersectionnelle, et on fait des recommandations, cela n'a pas uniquement un impact de cette communauté en particulier. Parfois, j'ai dit que l'intersectionnalité touche à tout le monde et je pense que ces données démontrent cela. Alors, quand on parle de la complexité des cas, et ton avertissement, parce que je vais vous parler de ces cas-là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une étudiante internationale et qui a été tuée par un ancien partenaire, mais elle n'a pas voulu signaler ses problèmes à cause de son statut d'immigrant. Le troisième cas, c'est tragique aussi, et touche à une famille d'immigrants. Le père a tué, s'est suicidé et a tué son enfant après avoir perdu la garde. On voit l'intersection avec le droit de la famille et cela crée un milieu où la violence augmente. Alors, quand on regarde ces cas-là, et on se focalise là-dessus, ça devient très clair. Dans presque 43% des cas, on regarde l'immigration et le statut précaire et 75% des cas avaient 7 facteurs de risque ou plus. Le statut de l'immigration est rarement seul. Il y a une intersection avec d'autres précarités, des litiges en droit de la famille et autres. Cela crée un environnement où l'intervention est plus difficile et dans bien des cas, les interventions mènent à la violence, parfois mortelle. Je sais que ma collègue Pam va en parler davantage en détail. Encore une fois, je ne peux pas souligner suffisamment qu'on a besoin de services culturellement sûrs.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais parler des recommandations. Très rapidement, j'ai quelques diapositives qui parlent des recommandations. Alors, on parle de collaboration interministérielle pour lutter contre tous ces obstacles. L'immigration et le ministère de l'Immigration doivent créer des parcours sûrs et aussi des programmes de diffusion pour la protection des enfants, les services sociaux. Il faut qu'il y ait des unités spécialisées avec une formation pour répondre aux besoins de cette population. L'application de la loi, les services frontaliers doivent adopter des pratiques culturellement responsables. Les établissements d'enseignement devraient offrir des mécanismes de sensibilisation aux étudiants internationaux. Toutes ces mesures créent un filet de sécurité holistique qui peut, je l'espère, créer un environnement sécuritaire. Alors, nous voulons que ces recommandations évitent d'autres décès. Il faut identifier les occasions manquées. Il faut encourager la collaboration, favoriser la coordination intersectorielle, sensibiliser les gens et créer des changements non contraignants influents pour les agences d'application de la loi qui ne sont pas associées à une victimisation et à une criminalisation, mais plutôt pour influencer les politiques et l'élaboration des programmes. En ayant cet aspect de sécurité en tête, le statut d'immigration en particulier est un facteur de risque qui peut être aggravé chez les personnes. Il faut faire face à la VPI dans ces communautés. Et pour ce faire, il faut avoir une approche intersectionnelle, façonnée par l'égalité des genres, la précarité économique et les préjugés institutionnels. Les préjugés institutionnels sont à la base de ces obstacles institutionnels. Il faut faire face à cela avec une approche intersectionnelle, holistique, qui centre les voix et les besoins des personnes les plus touchées. Maintenant, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Deepa. Il y a quelques questions pour vous. Il y en a une que je souhaite vous poser. Est-ce que vous avez des recommandations à savoir comment le secteur de la violence fondée sur le sexe pourrait mieux collaborer avec les services d'établissement ou d'autres fournisseurs de services pour les communautés de personnes immigrantes, réfugiées, de personnes nouvellement arrivées? À la base de cette collaboration dont nous parlons, en travaillant avec une lorgnette culturellement responsable, le secteur de la VFS peut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pratiques exemplaires qui sont utilisées et qui peuvent être mises à profit par le secteur de l'établissement. Je pense à l'évaluation du risque, au dépistage. Le secteur de l'établissement peut faire beaucoup plus de travail dans le domaine du dépistage. Il faut diverses personnes, divers parcours du parcours d'immigration. Et le secteur de la VFS peut apprendre beaucoup de choses, accueillir les gens dans un espace moins professionnel, plus local, de type familial. Beaucoup de personnes des communautés immigrantes réfugiées s'y sentiraient plus à l'aise. Un service professionnel, parfois, peut être un peu aliénant pour une femme immigrante qui a des obstacles linguistiques. Par conséquent, la création d'un tel village, entre guillemets, c'est ce que le secteur de l'établissement fait très bien. Alors, la collaboration croisée peut être utile. On peut apprendre des pratiques des uns et des autres. On peut adopter nos méthodes en fonction des pratiques des autres. Merci beaucoup. Vous savez, dans un même ordre d'idées, l'une de vos réponses me fait penser à la façon dont, dans ces recommandations communes,
Il faut que tout le monde comprenne bien les facteurs de risque principaux et les signaux d'avertissement. Et donc, il y a une autre question qui a été posée. Quelqu'un a fait le commentaire que même quand il y a un libellé sur l'interprétation, les interprètes ne sont pas nécessairement qualifiés en droit de la famille ou en violence familiale. C'est un autre obstacle. Notre membre demande, est-ce que vous croyez qu'une instance professionnelle pourrait être utile pour atténuer ces problèmes? Eh bien, je travaille à la clinique commémorative. Comme vous le savez, nous avons un module de formation exhaustif pour les interprètes qui inclut une formation expliquant comment travailler dans les tribunaux, dans différents secteurs du droit. Il y a beaucoup de formations sur la compétence culturelle, la pratique qui tient compte des traumatismes. Bon, écoutez, on ne peut pas offrir cela à tous les interprètes, ça serait un peu compliqué. La capacité n'est pas au rendez-vous, mais je peux dire que peu importe les services d'interprétation avec lesquels vous travaillez, nous serions heureux de partager nos ressources. À quoi ressemble la formation? Les interprètes sont aussi des courtiers culturels, des informants culturels, des éducateurs culturels. Et nous devons mieux comprendre comment travailler avec les interprètes, avec cette langue qui tient compte des traumatismes. Une instance professionnelle, oui, absolument, c'est nécessaire. Mais je crois que les instances professionnelles ne peuvent pas travailler exclusivement avec cette population. Bon, s'il y a un commissaire de la VSO au pays, il devrait y avoir une personne à ce bureau qui travaille pour les questions systémiques des populations immigrantes, sans-papiers et réfugiés. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre réponse. Merci beaucoup de votre présentation. Merci. Maintenant, Pamela Ross. Les autres questions concernent les tribunaux et c'est ce dont nous allons parler, vous savez, en matière des recoupements avec le droit de la famille. Merci, Katrina, pour cette présentation. Bienvenue tout le monde à ce webinaire. Je suis heureux de vous voir en si grand nombre. Brièvement, je vais revenir sur quelque chose dont Katrina a parlé quand elle a dit quelques mots sur le comité d'examen. Vous avez dit que c'est un honneur et un privilège que de siéger au CEDVF. Je dois dire que c'est un honneur. Je ne sais pas si c'est toujours un plaisir parce que c'est un travail qui est bien difficile. Comme toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire peuvent le comprendre. Comme Deepa l'a dit, nous examinons en profondeur les récits des familles qui ont été changées à jamais en raison de la VPI qui a mené à un décès. Autre chose que j'aimerais dire de façon générale, et je vais aller au cœur du sujet sous peu, il y en a beaucoup qui allaient remarquer aujourd'hui, ou peut-être que vous l'avez remarqué quand vous avez participé au webinaire intérieur de cette série, peut-être que vous êtes au courant parce que vous avez lu notre rapport le plus récent. Il y a beaucoup de similarités entre les thèmes des recommandations du CEDVF, des recommandations issues des enquêtes en Ontario, une enquête en 2022, CPW. Il y a aussi des similarités avec des enquêtes dans d'autres provinces, y compris la Commission sur les victimes massives. Nous observons les mêmes thèmes à travers ces divers forums. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chevauchements quant au type de recommandations formulées par ces entités. Souvent, quand on parle d'intervention en cas de violence familiale, on met l'accent sur le droit pénal. En tant que société, on a tendance à penser à la culpabilité, aux conséquences sur les gens qui sont l'auteur de la violence. Il y a des mandats de la paix, des peines d'emprisonnement qui sont prévues par la loi, et ainsi de suite. Mais il est important de se rappeler qu'en fait, moins de 40% des femmes
qui sont confrontés à la violence familiale appellent la police, alors que presque toutes celles qui ont des enfants, presque toutes ces femmes ont des interventions avec le droit familial. Le droit familial est essentiel dans les cas de violence familiale. Évidemment, l'objectif de ce webinaire n'est pas de faire un cours droit familial 101, mais il y a une chose bien spécifique que je dois dire sur le droit, parce qu'il y a des gens qui participent à ce webinaire qui viennent d'un peu partout au Canada. Le droit familial est gouverné par voie fédérale, provinciale et territoriale. Ça veut dire que les lois ne sont pas identiques partout au Canada. La loi sur le divorce, c'est une loi fédérale. Ça s'applique partout au pays, mais ça s'applique seulement aux personnes qui sont mariées, qui veulent divorcer. Toutes les autres personnes, et parfois les personnes mariées aussi, mais on n'examinera pas la question trop en profondeur. Donc, tous les autres sont régis par des règlements provinciaux et territoriaux, et ces statuts varient quelque peu d'une autorité à l'autre, comme le travail de l'Ontario, c'est d'examiner la violence familiale en Ontario. On examine l'impact de la loi sur le divorce qui serait le même pour toutes les personnes au pays. Alors, la loi sur la réforme des droits des enfants en Ontario qui est propre pour l'Ontario. Donc, heureusement pour nous, tous ces éléments de loi sont très bien harmonisés. Mais si vous venez d'un autre endroit au Canada, les statuts ne sont peut-être pas alignés. Quand on veut appuyer les survivantes victimes de VPI, il y en a trop qui continuent à se côté à des lois, des processus, des professionnels qui comprennent mal la violence familiale en matière des lois et des tribunaux. Et donc, ces survivantes sont vulnérables à une violence continue, y compris une violence létale. Cela dit, les changements apportés en 2021 à la loi sur le divorce et certaines lois provinciales nous font avancer dans la bonne direction en offrant une définition exhaustive de la violence familiale et de faire en sorte que ce soit obligatoire de prendre des décisions relatives aux enfants. Bon, pour une femme qui n'a pas d'enfants ou pour une femme qui a des enfants adultes, il faut résoudre d'autres problèmes aussi en raison d'un partenaire violent. Est-ce que le problème que j'avais avec mon micro a été éliminé maintenant que j'ai déplacé mon micro? Dites-moi oui ou non. Oui, OK, très bien. Il y a un certain nombre de défis actuels qui sont apparus quand nous avons examiné les cas de droit familial dans le dernier rapport pour CEDVF. Ils sont dans un ordre d'importance selon ma perspective. D'autres les mettraient dans un ordre différent. D'autres encore retireraient des éléments à cette liste. Mais je crois vraiment que l'un des plus grands défis avec lesquels nous devons composer, c'est l'absence d'éducation suffisante sur la VPI, sur la violence familiale chez les avocats, chez les juges. Même s'il y a des lois en la matière à l'échelle fédérale et provinciale, en matière d'éducation judiciaire, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas obligatoire. Et les conseillers judiciaires n'ont pas à travailler avec des experts communautaires, comme les personnes qui vous parlent aujourd'hui et beaucoup des participants et des participantes de ce webinaire. En raison de ce manque de formation, il y a des mythes et des stéréotypes qui persistent et qui influencent les résultats dans les tribunaux du droit de la femme. Et cet après-midi, bien sûr, nous n'avons pas le temps de parler de tous ces éléments, mais il y a une question qui est très importante dans les cas que nous examinons au CEDVF, le mythe selon lequel la violence prend fin au moment de la séparation. En fait, c'est quand les femmes sont à risque très élevé de violence, y compris la violence létale, comme on l'a vu dans les diapos de DIPA. Année après année, c'est dans les 3 à 4 premières places des facteurs
menant à la létalité, à la séparation. La victime pense qu'il s'en va. Bon, l'auteur entend quelque chose, fouille dans les courriels. Alors, selon lui, bon, la personne va se séparer, va le quitter, ou bien il y a une séparation réelle. Et dans diverses situations économiques, il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre sous le même toit, même après s'être séparés, et cela accroît le risque d'autant plus. Les avocats, les juges, les droits, les procédures judiciaires, les femmes elles-mêmes sous-estiment à tout coup ce risque. Bien sûr, pour bien des femmes, il s'agit d'un moment très important. Elles ont pris la décision de quitter. La dernière chose à laquelle elles veulent penser, c'est que, à court terme, à tout le moins, elles augmentent peut-être le risque de violence létale. Le troisième grand défi, le manque de représentation juridique associé à de l'intimidation juridique. Dans certaines situations, bon, les raisons sont différentes selon l'endroit au pays, mais on sait que plus de 50 des gens, de façon générale, qui sont au tribunal de la famille n'ont pas de représentation juridique, en partie en raison de critères d'admissibilité financière faibles. Donc, les gens qui seraient incapables de se payer un avocat sont jugés trop riches pour recevoir un certificat d'aide juridique. Il y a une autre réalité en Ontario et je suis certaine que les gens ailleurs au pays composés avec cela aussi. Les femmes sont en mesure d'obtenir la permission, donc ça s'appelle un certificat d'aide juridique en Ontario. Donc, ils ont la permission que ces frais soient payés, mais ils sont incapables de trouver un avocat qui va faire le travail. Ce manque de représentation juridique, particulièrement si l'auteur n'est pas représenté, peut mener à de l'intimidation juridique, ce qui, en retour, fait en sorte que les femmes acceptent de mauvais résultats. Et dans certains cas, elles retournent à l'auteur de violence. Un quatrième défi, maintenant, de nombreuses femmes sous-estiment le risque de violence continue, y compris la létalité. J'aimerais dire quelques mots sur le projet de loi C-223. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous êtes au courant de cela. Vous avez des questions, des commentaires à faire là-dessus. J'ai une question. Est-ce que ce projet de loi peut répondre à une partie ou à l'ensemble de ces problèmes que je viens de proposer? C'est un projet maintenant d'un député. Ça va probablement passer à la deuxième lecture. Ça va passer au niveau fédéral, au comité des droits de la personne. Si vous êtes intéressé à la question, voyez voir si vous ne pouvez pas être invité pour comparaître à cette audience. Il y a des éléments forts, y compris une proposition d'ajouter une liste de métiers de stéréotypes sur le pays dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Essaie aussi de composer avec le problème de la mauvaise utilisation de l'aliénation parentale exprimée par beaucoup d'hommes violents. Mon opinion, c'est que c'est l'élément faible du projet de loi. Selon moi, encore une fois, ce n'est peut-être pas bien fait. Ça pourrait rendre les choses plus difficiles pour les survivantes. Peut-être qu'on pourra avoir un autre webinaire pour examiner cette question plus en profondeur. Maintenant, examinons plus spécifiquement les constatations du CEDVF et les cas que nous avons examinés où il y avait un élément du droit de la famille. Nous savons que les femmes et les enfants continuent de mourir après la séparation. Comme je l'ai dit, déjà, la séparation réelle ou imminente est le troisième facteur de risque le plus élevé pour la létalité. Mais l'accent qu'on met sur le droit de la famille met l'accent sur la coparentalité harmonieuse. Vous savez, on laisse le passé derrière, on continue à aller de l'avant. Ça illustre un grand manque de compréhension de ce moment entre faits de risque pendant cette période, pendant et après la séparation. Nous savons aussi que les traumatismes nuisent à la capacité de la survivante de bien fonctionner dans les procédures des tribunaux de la famille et le manque de représentation juridique, de ressources financières
font en sorte que trop de femmes se contentent de décisions dangereuses et essaient de gérer ces cas de droit familial seules. Peut-être qu'elles vont de l'avant avec une médiation, même si elles ont peur de leur ancien partenaire. Elles vont accepter la coparentalité, le processus décisionnel partagé, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de poursuivre leur cas. On a examiné une situation où la victime, la mère, supervisait le temps que passait l'auteur avec les enfants pendant l'une de ses visites. Il l'a tué. Nous avons examiné des cas où c'était la victime de la violence qui a fait l'échange d'enfants sans supervision tierce. Encore une fois, ça accroît le risque de violence. Et la personne a dit oui à passer du temps avec l'auteur en échange d'un soutien matrimonial. Alors, il y a toutes ces mesures prises par les femmes quand elles n'ont pas été en mesure d'avoir une représentation juridique pour les aider dans ce cas de droit familial. En ce qui concerne les recommandations, nous avons revu 7 cas pendant cette période de temps où il y avait le recoupement avec le droit de la famille. Mais j'aimerais dire quelque chose ici. Il y avait d'autres cas avec des enfants. Ce n'est pas des cas de droit familial. On ne peut pas toujours comprendre quelles étaient les raisons derrière tout cela. Ce n'était pas un cas qui avait commencé encore. Ce n'est pas de l'information qui nous avait été rendue disponible. Il y avait encore plus de cas mettant en cause des enfants où on aurait pu s'attendre à avoir une application du droit familial, mais ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire non plus que cette femme n'utilisait pas les stratégies d'aide dont j'ai parlé parce qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat ou ne peut pas avoir l'aide juridique. Pour revenir au cas 3 de DIPA, il y avait un cas de droit familial là aussi, mais ce cas a été identifié comme appartenant à son chapitre parce qu'il y avait plus d'éléments qui concernaient la situation d'immigrante de la famille. Alors, ces 7 cas, ce n'est pas le chiffre absolu, mais il n'y en avait que 7 qui constituaient des cas de droit familial. Et puis, est-ce qu'être impliqué dans une procédure de droit familial ou pas, est-ce que ça joue un rôle dans l'homicide? On doit examiner ça plus à fond au fil de notre examen de ces cas. On a formulé un certain nombre de recommandations. Je vais parler d'un groupe de recommandations cet après-midi seulement. Maintenant que le rapport a été publié, vous pouvez en faire la lecture, vous pouvez regarder les autres recommandations. Les recommandations que j'examine sont en adéquation avec ce qui représente, selon moi, les plus grands défis. Leur formation et éducation, on a fait des recommandations dans 3 domaines. Premièrement, éducation judiciaire. On a formulé une recommandation à l'Institut national de la magistrature qui est responsable avant tout de la formation des juges. Il devrait y avoir un programme de formation exhaustif pour les juges du tribunal de la famille pour qu'ils comprennent mieux la dynamique de la violence familiale. Et ce programme devrait être mis au point, examiné, mis à jour régulièrement avec les commentaires de groupes communautaires et de survivantes. Les autres recommandations concernent la formation pour les professionnels du tribunal de la famille. Les avocats, les étudiants en droit, ça doit être obligatoire. Ça doit inclure des discussions sur l'importance de dépistage standardisé, obligatoire. Nous avons de bons outils de dépistage pour les avocats. En particulier, je vous parlerai du Help Toolkit mis au point par le gouvernement fédéral. Mais il n'y a pas, ce n'est pas obligatoire pour les avocats. Certains avocats s'en servent, d'autres pas. Il doit y avoir un dépistage normalisé, obligatoire. La troisième catégorie de recommandations dans ce domaine concerne l'éducation publique. Il faut que le public soit en mesure d'identifier avec justesse les facteurs de risque de létalité, la violence après la séparation et le contrôle coercitif. On regarde beaucoup de cas où les gens qui connaissaient la famille disaient on savait qu'il
qu'il y avait quelque chose qui clochait. On était inquiète pour elle, mais jamais on n'aurait pensé qu'il la tuerait. Donc, l'éducation du public pour aider les gens à mieux comprendre, aussi pour aider les gens à comprendre ce que le droit familial peut offrir ou pas dans une famille, dans une telle situation. Et aussi, et finalement, pour moi, avant la période de questions, on aimerait que ce volet d'éducation publique aide le public à être conscient de tout programme. En Ontario, il y a le programme de soutien au personnel en cours. Tous ces programmes qui peuvent donner de l'aide à une survivante qui est impliquée dans le droit familial. Alors, Petrina, je vous repasse la parole pour la période de questions. Merci. Pourriez-vous redéplacer votre microphone, s'il vous plaît? Merci. Merci. J'ai quelques questions. Nous voulons examiner plus en profondeur l'idée que les auteurs font appel aux tribunaux de droit familial pour continuer la maltraitance. Je me demande, est-ce que vous pourriez donner des exemples de ce à quoi ressemble l'intimidation juridique? À quoi ça ressemble dans la pratique? Ou l'intimidation juridique, oui. Et si auriez-vous des conseils à transmettre aux survivantes qui font l'objet de manipulations continues, particulièrement quand c'est présenté dans des termes juridiques par l'avocat de l'auteur de violence? Je vais répondre à la première question d'abord. C'est plus facile que la deuxième. Il y a plusieurs façons par lesquelles l'auteur de la violence peut interférer avec ce qui devrait se produire dans une procédure de droit familial, particulièrement dans les plus petites communautés ou même dans les grandes communautés, si la famille fait partie d'une petite communauté linguistique ou culturelle. Les auteurs de violence peuvent consulter tous les avocats dans les communautés. Par conséquent, il n'y a aucun de ces avocats qui peut représenter l'ancien partenaire s'il met en premier, même s'il ne les embauche pas, une fois qu'il les a conseillés, ils sont en conflit professionnel et ne peuvent pas représenter l'autre partie. Ça arrive très fréquemment. C'est une forme d'intimidation juridique. Aussi, retarder le processus, demander des extensions, extension après extension, revenir en cours pour de petites questions, des questions qui ont déjà été décidées, retarder les choses, ralentir les choses, prendre du temps pour récupérer sa déclaration d'impôt, être moins honnête dans sa présentation de ses états financiers, prétendre qu'elle est en train d'aliéner, d'éloigner les enfants de lui. Voilà certaines façons par lesquelles un auteur de violence qui est très déterminé peut essayer de rester en contrôle de la situation et ça poursuit sa violence. Cette personne peut réussir parce que dans bien des cas, les cas ne sont pas vus par le même juge chaque fois. C'est donc difficile pour un juge de voir ce schéma comportemental. Aussi, le tribunal de la famille met l'accent sur la dynamique familiale. Et dans une famille, les choses changent. Il est nécessaire de réévaluer si une décision prise il y a 6 mois est encore adéquate aujourd'hui. Mais quand l'auteur de violence continue à inventer des choses afin d'épuiser sa partenaire de façon émotionnelle, d'épuiser les fonds aussi, ça devient de l'intimidation juridique. Qu'est-ce qu'une femme devrait faire dans de telles circonstances? C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de là où elle vit. Ça dépend des ressources qui lui sont accessibles. Il y a des façons de répondre à l'intimidation juridique. Il y a des étapes juridiques que peut prendre un juge pour mettre fin à cette intimidation. La plupart des femmes non représentées ne seraient pas au courant de ces possibilités. En Ontario, je crois que les femmes ont pas mal de chance parce qu'elles peuvent se tourner vers le personnel de soutien du tribunal de la famille ou se tourner vers des ressources comme Luke's Place et sa clinique juridique. C'est gratuit, c'est disponible en ligne. Alors, les services de la clinique Barbara Schweiffer, c'est disponible un peu partout dans la province, mais je ne peux pas vous dire ce qui est disponible partout au pays. Oui, merci. Alors, ma dernière question, je vais faire suite un peu à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de ressources et des services qui existent maintenant en Ontario. Vous avez parlé des changements apportés à la loi sur le divorce aussi.
Bon, quels sont ces signes de changement positif euh, au tribunal de la famille, d'après vous? Je pense que ces changements sont importants et sont positifs. Pour les gens qui ne sont pas au courant, il y a maintenant un test de 11 facteurs lorsque et ça comprend la violence familiale. Et il y a une définition très profonde de la violence familiale où on parle de maltraitance non physique ou de violence qui ne donne pas lieu à des accusations criminelles et les juges doivent en tenir compte lorsqu'ils prennent des décisions quant aux enfants. Je pense que la plupart des provinces ont suivi, sont sur la même voie, sauf les territoires. Il faut quand même continuer à sensibiliser les juges, mais c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Et maintenant, passons au chapitre final. Et je vous présente le docteur Peter Jaffe. Je suis vraiment ravie d'accueillir Peter à ce webinaire. Peter est un des membres fondateurs du CEDVF. Il a énormément d'informations et il est un mentor et un conseiller au comité. Il est aussi directeur euh, émérite du CRIVAC et et il a donné de la formation aux juges et d'autres intervenants dans les tribunaux depuis des années. Il va vous parler du deuxième chapitre qui porte sur les enfants à la suite d'un homicide commis par un partenaire intime. Merci, Katrina. Je vais donc me concentrer sur les enfants et le fait que les enfants sont souvent les victimes oubliées de la VPI. euh, Suite à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et ils souffrent eux-mêmes des conséquences de cette violence. Grâce à notre travail sur le comité d'examen, et comme Katrina vient de dire, je travaille là-dessus. J'ai étudié plus de 600 cas et presque la moitié ont été témoins euh, de l'homicide ou des suites et il y a des enfants qui ont été victimes aussi. Euh, on a parlé des traumavertissements. Pam en a parlé et Katrina l'a dit aussi. Euh, mais je pense qu'il faut parler de notre souffrance au-delà des troubles du stress post-traumatique. Il y a des professionnels qui ont été impliqués dans des cas, qui ont perdu des clientes suite aux homicides ou aux attaques. Il y a aussi des membres de la famille qui écoutent ici. Et d'après tout ce que j'ai vu, il ne s'agit pas seulement des traumatismes, mais c'est aussi euh, c'est aussi le mal moral que ça fait lorsqu'on voit cette euh, violence. Il faut qu'on pense à notre propre sécurité et à comment il faut que ça fonctionne. Et on voit que ce n'est pas parfait. Il y a ce préjudice moral. Il faut en parler plus ouvertement parce qu'il faut reconnaître les faiblesses, il faut redoubler nos efforts, il faut accepter nos propres faiblesses et aussi partager ce qu'on voit, ce à quoi on est témoin et il faut qu'on travaille ensemble pour faire un meilleur travail. Parce qu'en fin de compte, notre travail ne permet pas de ramener à la vie ceux et celles qu'on a perdus, mais on veut prévenir des tragédies semblables à l'avenir. Quand pense aux enfants et comment ils sont touchés par la violence entre partenaires intimes,
on voit qu'ils sont exposés à la violence familiale. Ils sont exposés à l'homicide familial dans les cas les plus extrêmes et ils risquent aussi d'être tués eux-mêmes dans un incident de violence. Quand on parle de l'exposition à la violence familiale, Pam a parlé de quelque chose. Elle a parlé de la loi sur le divorce en Ontario et dans d'autres provinces et comment les lois ont changé. Parce que maintenant, dans la loi sur le divorce et dans d'autres lois provinciales, on n'a pas besoin de prouver qu'un enfant a vécu directement cette violence familiale. Et l'enfant n'a pas besoin d'être témoin oculaire. Ils peuvent le voir, ils peuvent l'entendre, ils voient les conséquences, ils voient les blessures, les dégâts, la détresse chez les parents. Ils peuvent en entendre parler de la part de quelqu'un d'autre. Ce sont différentes formes d'exposition à la violence qui peuvent avoir des effets néfastes sur les enfants sur une très longue période. Ça existe, c'est enchâssé dans la loi au Canada maintenant. Parfois, on n'en tient pas compte. Et notre Cour suprême a rendu une décision dernièrement où on parle de l'exposition des enfants à la VPI et et qu'il faut en tenir compte et ça va jusqu'au cœur du fait qu'un parent ne peut pas s'occuper d'un enfant s'il est violent envers sa partenaire. Bon, pour ce qui est de ce que ça fait aux enfants à tous les âges, il y a eu beaucoup de travail. Il y a un impact sur leur développement social, sur leurs émotions. Et l'exposition à la violence familiale, il faut noter, est la première raison pour laquelle les gens appellent les sociétés d'aide à l'enfance à travers le Canada. Un cas sur trois dans les cas avérés chaque année implique des enfants qui ont 3 ans ou moins. Alors, pensez aux impacts précoces. Un quart des enfants ont été physiquement impliqués pendant l'incident violent et l'impact à plus long terme peut mener à des jeunes qui ont vécu de la violence et qui ensuite deviennent eux-mêmes des agresseurs. Pam me rappelle souvent que parfois ces enfants grandissent et lorsqu'ils deviennent adultes, ils peuvent maltraiter leur mère suite à ce qu'ils ont vu pendant toute leur vie. Parfois, ils protègent davantage leurs parents, mais il faut penser aux préjudices à long terme. Vous aurez une copie de ces diapos. Vous verrez des références, des citations qui vont vous permettre de comprendre davantage ce que je vous présente. Mais pour faire un résumé de la recherche qui se fait depuis 50 ans, qui a commencé à London, en Ontario, a regardé les effets de l'exposition des enfants. On voit qu'il y a une utilisation accrue des services médicaux, plus de problèmes, compétences socio-émotionnelles plus faibles, les enfants se blâment, il y a des traumatismes, de l'hypervigilance accrue, le stress. Il y a des résultats scolaires plus faibles, surtout en cas d'exposition ou de maltraitance combinée. Beaucoup d'entre vous connaissez ces impacts à long terme, ces impacts néfastes. Il y a un site web, si vous ne connaissez pas la recherche, mais souvent, il s'agit de multiples expériences négatives. C'est pas seulement l'exposition à la violence, c'est les séparations multiples, la pauvreté des parents qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance et les conséquences à long terme pour les enfants et ce que ça veut dire pour lorsqu'ils deviennent adultes est énorme. Leur santé physique, mentale, ils risquent d'avoir des problèmes de dépendance et leurs résultats scolaires sont plus faibles. On ne peut pas oublier les enfants qui sont eux-mêmes et elles-mêmes victimes
féminicide. C'est très dur même d'y penser, mais il faut en parler parce que c'est une réalité pour beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes, beaucoup d'entre vous qui viennent d'ailleurs au monde sont étonnés de voir que les enfants sont le plus en danger à cause de leurs propres parents. Myrna Dawson a examiné 50 ans de données au Canada et elle s'est penchée sur des tendances majeures et elle s'est penchée sur 1600 enfants de moins de 18 ans tués par leurs parents. Dans le contexte de la violence entre partenaires intimes, il est important de noter que les pères sont plus susceptibles d'être motivés par la jalousie, la vengeance ou les représailles et il y a plus souvent des antécédents de violence familiale et ça mène à l'homicide familial. Dans notre expérience qui a duré depuis plusieurs décennies et en regardant des rapports des États-Unis, on voit que les enfants sont souvent tués dans trois contextes. Indirectement, en tentant de protéger un parent lors d'un épisode violent ou directement dans le cadre d'un plan de meurtre-suicide par un parent qui décide de tuer toute la famille. Et j'ajoute que la recherche de Myrna Dawson et nos collègues à Western ont fait sur les féminicides où toute la famille est tuée, eh bien, c'était 96% des hommes qui sont les agresseurs, les tueurs. Et les enfants, il y a des enfants qui sont tués pour que l'agresseur décide de se venger de la partenaire qui a décidé de mettre fin à la relation ou pour une autre trahison perçue. J'en parle parce que protéger les enfants vivant avec la violence familiale, c'est pas seulement une question de préjudice psychologique, c'est une question de vie et de mort. En regardant la recherche dans plusieurs pays, 10 à 20% des victimes d'homicide familial sont des enfants. Et on hésite souvent à faire face à ces questions-là. Il y a des facteurs de risque communs qui, dans les cas d'homicides familiaux, séparation réelle ou imminente, harcèlement criminel, comportement obsessionnel, on voit constamment ces risques et ces homicides sont souvent prévisibles et on peut les prévenir. Et lorsqu'un adulte est en danger, les enfants le sont aussi. Il y a non seulement des risques de mort, mais de traumatisme irréversible. Et ça veut dire vivre avec les résultats d'un homicide familial. Quand on pense à l'homicide familial, plus de la moitié implique des enfants qui sont sur place. Je lis des rapports dans les médias et on dit que les enfants sur la scène du crime n'ont pas été blessés. Oui, sur le plan physique, parce qu'ils n'ont pas été tués, mais ils ont été changés à tout jamais à cause des scènes horribles qu'ils ont vues. Il y a beaucoup qui sont témoins de tragédies et de traumatismes horrifiques. Ils risquent de perdre un parent par homicide et l'autre parent qui est emprisonné et qui sera emprisonné à vie. Et certains se trouvent pris dans des litiges de garde entre les systèmes familiaux paternels et maternels. J'ai été impliquée dans des cas où le litige de garde commence peu après le décès. Les deux familles se battent pour les enfants et parfois ils ont des façons différentes de décrire ce qui s'est passé. En Ontario, selon notre expérience, beaucoup de ces enfants appellent le 911 et trouvent leur mère blessée ou tuée, ou ils sont sur les lieux lorsque la police arrive
et ils sont exposés à des choses horribles, incroyables, que personne ne devrait voir. Il y a plus d'études détaillées aux États-Unis qui démontrent le nombre d'enfants qui ont été témoins du décès, qui découvrent le corps et le nombre d'enfants qui voient des événements de violence multiples avant l'homicide comme tel. Je n'irai pas dans le détail sur cette diapo, tant de dire qu'il ne s'agit pas d'un nouveau domaine de recherche. Dans ma section référence, je parle de recherches qui sont menées dans l'État de l'Arizona, qui examine cette question. En Australie aussi, ça c'est une référence. Et l'élément important quand on parle d'offrir des services aux enfants qui ont peut-être été exposés à un homicide familial, il faut penser à tous les traumatismes qui sont connus avant la violence familiale, les facteurs de stress dans la famille. Ils sont exposés lors de l'événement. Il y a ce qui se passe après. Il y a la détresse, proche aidant. Il y a des conflits avec les membres de la famille, des contacts avec l'auteur de violence qui est en prison, qui veut avoir des contacts avec les enfants. Alors, il y a un manque de soins de santé mentale. Il y a des difficultés en matière de traumatisme, de problèmes sociaux. Il y a des conséquences à long terme sur la santé, des problèmes à l'école. Voilà de grandes difficultés. Les principales recommandations du comité. Maintenant, j'espère que vous regarderez le rapport. Il est en ligne. Le bureau du coroner en chef de l'Ontario. Alors, on parle de formation à travers les groupes professionnels, l'impact de la VPI et des homicides entre partenaires intimes. Il faut augmenter le financement pour financer adéquatement les services de counseling continu. Pas du counseling à court terme. Non, ce n'est pas une intervention rapide, 3 à 4 sessions et puis c'est fini. Non, il s'agit de counseling continu et souvent, les enfants qui ont cette expérience et les parents qui défendent leurs droits ont du mal à avoir accès à des services de counseling à long terme. Évidemment, les services d'aide à l'enfance en Ontario, ce sont les organes de protection de l'enfance ont besoin de meilleures ressources pour soutenir ces enfants. Et même s'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour les soutenir, ces enfants, ils doivent rester présents jusqu'à ce que les ressources nécessaires sont en place. Les enfants continuent à avoir besoin de protection et de soutien. Comme Pam l'a dit, il faut une formation continue pour les juges et les avocats sur ces enjeux, en particulier sur la prise de décision parentale, le temps parental, pour que les enfants soient en sécurité. Aussi, il y a besoin de recherche continue qui examine les expériences vécues de ces enfants. Dans les diapos que j'ai fournis, dans les références, il y a des liens qui mènent à des sites web importants que je vous demande de regarder à votre convenance. Alors, des jeunes s'expriment, il y a des adultes qui ont connu ces expériences alors qu'ils étaient des enfants. Alors, des gens qui parlent de leurs besoins à long terme. Ce sont des enjeux qui dépassent les capacités d'une seule agence. Quand on parle de l'enfant, de protection des victimes, on parle des services correctionnels, des tribunaux, des soins de santé, de la police, la protection de l'enfance, des défenseurs des victimes. Alors, évidemment, de nombreux secteurs ont un rôle à jouer. Il y a une chose que j'aimerais mentionner pour conclure avant la période de questions. Beaucoup de nos recommandations, ce n'est pas de la physique nucléaire. Vous savez, souvent on a dit les mêmes choses encore et encore et encore. Et l'une de mes conclusions après beaucoup d'années au sein du comité d'examen, c'est que la clé, ce n'est pas nécessairement ce que l'on dit, ce qu'on recommande. La clé, c'est dans la mise en œuvre. Et il faut veiller à ce que les choses qui ont été recommandées pour sauver des vies soient bel et bien mises en œuvre et pas mises en œuvre dans un projet pilote quelque part seulement, mais mises en œuvre de façon cohérente, exhaustive. Peu importe que vous viviez à Cornwall, à Churchill,
à Calgary. Ces services sont disponibles, sont offerts et dans notre rapport, on met l'accent sur l'Ontario. On veut que ce soit offert partout dans la province. Et au-delà de la mise en œuvre, il y a cette question importante de vérification pour s'assurer que quand quelque chose est recommandé, que ça soit mis en œuvre et aussi qu'il y ait un mécanisme d'imputabilité sur une base annuelle. Par exemple, il y a un rapport comme le rapport du vérificateur général grâce auquel on a pu dire, OK, ça a été recommandé, alors comment ça va, comment ça avance, quel est l'échéancier, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce ne sont pas les bonnes recommandations qui manquent, mais il manque de la mise en œuvre et il manque d'une imputabilité à long cours pour veiller à ce que tout cela se concrétise. Alors voilà les références. Je vous encourage à aller voir ces sites web. Il y en a en Arizona, un autre en Australie qui présente en détail ces travaux continus que nous pourrons, je l'espère, adapter en Ontario et au Canada pour faire du travail similaire. Alors, sur ce, je m'arrête et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Peter. J'ai beaucoup apprécié cette présentation. J'ai examiné de nombreux cas quand j'en fais la lecture et comme vous le notez souvent, il y a des enfants qui voient, qui entendent parler, des choses qui trouvent leur parents assassinés. C'est très difficile de penser à ces enfants et à leurs expériences. Et à un moment donné, j'ai eu une occasion s'est offerte à moi par un enfant avait perdu un parent en raison d'un homicide familial. Ils se sont réunis en tant qu'adultes. Ils ont pu parler de leurs expériences, y compris ce dont vous avez parlé. Vous savez, les luttes devant les tribunaux, le manque de financement, le manque de thérapeutes qui comprennent la situation. Alors, ça m'a fait penser à la valeur de l'établissement des liens et d'avoir de l'expertise dans le domaine. Ils en avaient, mais ils l'ont partagé pour le bien d'autres familles. Est-ce que vous savez si en Arizona ou en Australie, ils ont mis sur pied des services accessibles parce que quelqu'un doit avoir une bonne compréhension de la situation, doit avoir les connaissances nécessaires pour bien orienter ce qui se passe après, que les besoins des enfants sont comblés, pas seulement à ce moment-là, mais plus tard aussi. Oui, en Arizona, il y a des services spécialisés qui sont disponibles, qui se consacrent à cela. Ils offrent des services, ils offrent de la sensibilisation. Il en va de même pour l'Australie. Si vous regardez le lien là, les gens peuvent établir des liens et se parler. En Ontario et dans le reste du Canada, probablement. Bon, ça s'en va à tâtonnement. Au comité d'examen, on a eu des rapports de grands-parents qui demandent où est-ce que je peux trouver de l'aide pour ma petite fille, mon petit-fils qui a vécu ça. Et ça se fait au cas par cas. Il faut se tourner vers son médecin de famille. Et là, le médecin de famille va chercher un psychiatre de l'enfant, un travailleur social. Mais ça ne fonctionne pas à tout coup. C'est ça, ça ne fonctionne pas si bien parce qu'on parle d'un traumatisme extrême, un niveau de détresse incroyable chez l'enfant. Et le système familial aussi connaît une détresse importante. Alors, on doit faire un meilleur travail pour cerner des ressources centralisées, même si cette information était disponible. Il faut que les avocats de la couronne, que les agents policiers qui composent avec ces cas, vous savez, doivent avoir un réseau qui est plus facilement accessible. De façon générale, mon point de vue, et là, je généralise sur mon expérience ces dernières 20 années, la plupart de ces enfants ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Et parfois, l'un des gros problèmes, c'est que les adultes qui composent avec les suites de cette stratégie sont si bouleversés par leurs propres sentiments de perte et de deuil qu'ils ne veulent pas vraiment plus parler de cette question. Et s'ils en parlent, ils ne veulent pas en parler aux enfants parce qu'ils s'inquiètent que ça va entraîner encore plus de détresse chez l'enfant. Mais en fait,
Ils doivent en parler de ces questions avec les enfants à tout âge, à tous les stades de développement. C'est vraiment très important. On doit reconnaître que les enfants ne vont peut-être pas approcher quelqu'un si les adultes ne les approchent pas. Les enfants vont se dire que c'est un sujet tabou. Alors, je ne dois pas en parler parce que les adultes dans ma vie connaissent une trop grande détresse. Alors, c'est vraiment très important. Et il faut avoir de meilleurs systèmes. Il faut établir de meilleurs liens. Peter, ça me rappelle le travail dont j'ai parlé, le travail de Simona Pierre sur des enfants qui vivent dans des familles où il y a violence familiale, des façons par lesquelles les enfants peuvent avoir une certaine agentivité pour que tout le monde soit en sécurité, pour que tout le monde se sente mieux. Donc, il y a des données sur les enfants qui tentent de protéger le parent qui est violenté en ne montrant pas leur propre détresse parce qu'ils pensent qu'ils vont ajouter au fardeau de ce parent violenté. Alors, c'est ce même schéma qui s'applique à toutes les situations. Oui, c'est intéressant. Il y a un ouvrage qui a été écrit il y a près de 40 ans, Les enfants qui voient et qui entendent trop de choses, de Carter's Gross, dans la région de Boston. Tout son ouvrage parle des choses avec lesquelles les enfants doivent vivre, mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ne pensent pas que les adultes sont capables de composer avec la vérité. Ils ne croient pas que les adultes peuvent gérer cela. Ils pensent que leur père est trop en colère pour en entendre parler et que la mère est trop perturbée pour en entendre parler. C'est trop douloureux. Et souvent, ils n'en parlent à personne. On a mené une étude il y a de nombreuses années de cela. On a demandé aux enfants qui subissent de la violence familiale, 200 enfants, et la plupart d'entre eux n'en avaient parlé à personne. Nos chercheurs, c'est les seules personnes avec lesquelles ils en avaient parlé. Ils n'en avaient jamais parlé à un conseiller par le passé, ni à leur professeur. Il faut sensibiliser les gens, le public. Il faut ouvrir les portes. Les amis, la famille, les professeurs, les gens sur la première ligne. Il faut être ouvert à cette information. Il faut offrir dis-je, un soutien. Merci, Peter. C'est fort apprécié. Merci, Deepa. Merci, Pamela, de vos présentations. Aussi, j'aimerais remercier les interprètes en langue des signes, Marcia et Mike, et les interprètes en langue française, Wendy et Geneviève. Et un merci tout particulier aux équipes du Learning Network, du Centre de connaissances et de l'équipe VFDF pour leur coordination en coulisses. J'ai quelques petites autres choses à dire encore. Au nom du Learning Network et du Centre de connaissances, nous sommes impatients de vous accueillir à nos prochains webinaires et événements. Notre prochain webinaire s'intitule « Concevoir des politiques, des formations et des plans d'intervention tenant compte des traumatismes et de la violence pour lutter contre la violence entre partenaires intimes au travail ». C'est l'une des recommandations du CEDVF. C'est tellement important. Il faut que ces recommandations soient mises en pratique. Ce webinaire aura lieu le 9 décembre de 13 à 14h30 heure de l'Est et sera présenté par Rita Sawatsky. Alors, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire en cliquant sur le lien dans le chat. Nous aimerions également vous inviter au Forum virtuel 2026 du Learning Network qui réunira des professionnels, des chercheurs et des défenseurs des droits afin d'explorer comment l'intelligence artificielle contribue à la violence fondée sur le sexe et remodèle les pratiques dans les secteurs liés à la VFS et les secteurs alliés. Je suis très intéressée aux conversations qu'il y aura. Je suis très intéressée aux conversations sur l'utilisation bonne et mauvaise de l'IA, comment est-ce que cela peut faire partie de la situation. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire via le lien dans le chat.
Si vous souhaitez partager vos réflexions, en fait, nous vous demandons de partager vos réflexions sur la façon dont l'IA est utilisée dans la prévention, les interventions et la prestation de services en matière de VFS, y compris vos propres expériences, votre connaissance des formes de VFS facilitées par l'IA. Alors, vos réflexions contribueront à alimenter le forum virtuel du Learning Network et vous pourrez avoir accès à ce sondage par le lien dans le chat. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Nous avons hâte de vous revoir au prochain webinaire.